Notre feu sacré aujourd'hui est Marc-Olivier Valère. Comment un jeune sans vocation, nourri de ski et de foot, originaire de Neuchâtel, est-il devenu en peu d'années le directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris, l'un des acteurs principaux de l'art contemporain dans le monde? Marc-Olivier, bonjour. Bonjour Viviane. Vous êtes avant tout aujourd'hui le directeur du Palais de Tokyo. Voilà, oui. Et puis nous sommes d'ailleurs assis ici au Palais de Tokyo, entourés d'œuvres dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis vous êtes commissaire d'exposition, critique d'art, vous êtes enseignant aussi. Vous avez beaucoup de casquettes. Et c'est un parcours formidable parce que vous arrivez de Neuchâtel au départ. De Neuchâtel, oui, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à l'art contemporain? Pourquoi l'art contemporain? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un hasard? J'ai découvert, je dirais, bon, je me suis toujours intéressé à l'art, mais il faut savoir qu'à Neuchâtel, par exemple, il n'y a pas vraiment, en tout cas, il n'y avait pas vraiment d'art contemporain à l'époque. Il y avait une galerie extraordinaire qui s'appelait la galerie, enfin qui s'appelle toujours la Galerie Média, qui faisait beaucoup d'art contemporain, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, je crois que vous étiez plutôt du côté du sport dans votre famille, vous aimiez Ah, moi j'étais un vrai sportif, hein, j'en faisais tous les jours. J'ai commencé par le football, hein, comme tout le monde, le ski beaucoup. Tous les dimanches, on regardait les descentes à la télévision. Tous les samedis, j'avais les matchs de football, les entraînements la semaine. Donc pour moi, je vivais par le sport. Donc on ne peut pas dire que vous avez été prédestiné à l'art? Non, mon rêve, c'était qu'on m'enferme dans un magasin de sport. Et puis là, ça aurait été génial, quoi. Et alors donc vous étiez à l'école là-bas? Voilà, oui, donc j'ai fait toutes mes écoles à Neuchâtel. Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. Moi, une fois, je suis allé voir, comme tout le monde, à Neuchâtel, on avait l'orientation professionnelle. Le psychologue me dit non, mais vous n'êtes pas fait pour le gymnase, qu'est-ce qu'il y a les tests? Non, vous n'êtes pas fait pour l'école de commerce, l'école technique encore moins, l'apprentissage encore moins. Je dis bon, qu'est-ce qui me reste? L'art. Non, finalement j'ai fait le gymnase, et puis comme de toute façon je ne savais pas quoi faire, j'ai fait l'université. Et puis j'ai fait philosophie, histoire de l'art, littérature anglaise, muséologie. Je crois qu'à 20 ans, vous avez vu une exposition qui vous a durablement marqué. Ouais, c'est vrai, je suis allé à Paris tout seul, j'ai marché dans la ville et je suis arrivé devant Beaubourg. Et là, j'ai eu un choc. Ouais. Et là, c'était, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi? C'est incroyable. Et je suis rentré sans idée, sans même savoir que c'était le Musée national d'art moderne. Et je suis arrivé devant des salles, et là, je suis tombé quasiment en grâce devant des tableaux de Pollock. Ouais. Et là, c'était un choc. Je me dis, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? L'art abstrait, donc j'ai découvert ça sans aucune connaissance, sans aucun a priori surtout. Et c'est vrai que là c'était un choc. À partir de là, je me dis bon, il faut en faire quelque chose parce que il y a quelque chose qui se passe là, il y a des choses en jeu ici. Hein. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à la peinture, à l'art moderne. Hein. Alors, du coup, c'était pas vraiment d'art contemporain. L'art contemporain, j'ai découvert à travers la philosophie. Je ne l'ai pas découvert à l'université, enfin dans l'histoire de l'art, mais par la philosophie. On avait des professeurs extraordinaires hein, à Neuchâtel, orientés philosophie analytique, plutôt hardcore, logique. Hein. Donc pour moi, c'était une très très grande leçon. Pour moi, c'était peut-être ce qui m'a marqué le plus, ce qui m'a amené à l'art contemporain. Et j'ai eu un professeur extraordinaire, un professeur polonais qui enseignait à l'université de Fribourg, hein, qui est venu donner un semestre et qui nous a enseigné l'esthétique analytique. Qu'est-ce que c'est que l'esthétique analytique? L'esthétique analytique, donc, analyse pourquoi, à un moment donné, il y a une œuvre d'art. C'est-à-dire, il y a une chaise, prenons une chaise, et tout d'un coup, cette chaise, ce qu'on appelle se transfigure, hein, c'est un peu comme à l'église, hein, quand on a du vin, tout d'un coup on a autre chose que du vin, se transfigure en une œuvre d'art. Pourquoi? Et là, pour moi, c'était un changement radical. Là, tout d'un coup, pour moi, j'ai fait table rase de l'art moderne, en quelque sorte, et là, je suis rentré de plein pied dans l'art contemporain, grâce à l'esthétique analytique, grâce à mes professeurs d'esthétique analytique. C'est très important le rôle d'un professeur, au fond, dans la formation, et puis, bien sûr, dans le choix d'une vie. Oui, c'est important. Un professeur, c'est pas forcément celui qui vous apprend des nouvelles choses, c'est celui qui vous éveille la curiosité. Et Madame Galactéros de Boissier avait ce don de nous faire envie. C'est-à-dire, quand on sortait de ses cours, on se disait tiens, elle a dit ça, mais moi ça me fait penser à autre chose. Et je courais à la bibliothèque pour essayer d'en savoir plus. Ce sont des ouvreurs d'univers, au fond, les professeurs. Oui, des éveilleurs d'esprit, comme ça.
C'est donc à l'université que Marc-Olivier Valère découvre l'art contemporain. Dans un double cursus de philosophie et d'histoire de l'art, le jeune homme suit ses cours à la faculté des lettres de Neuchâtel. Étudiant lui aussi, Christophe Blaser a rencontré Marc-Olivier à cette époque. Quand on est à l'université, on est très dépendant, on est un peu comme des poussins attendant qu'on nous mette la nourriture dans la bouche. Lui, il était différent dans la mesure où il trouvait sa propre nourriture, il cherchait déjà à trouver sa propre nourriture tout seul. Il était dans une forme de soft dissidence. Il voulait considérer les problèmes sous un angle légèrement décalé. Il n'était jamais vraiment content. Cette personnalité déjà très affirmée, ses anciens professeurs d'université peuvent en témoigner. Adoré ou controversé, l'étudiant Valère ne laissait personne indifférent. Marc-Olivier était un type d'élève un peu déroutant, qui pouvait décoiffer certains, mais qui, moi, m'attirait. Ce qui me fascine toujours, c'est cette malice, c'est ce regard critique qu'il fait passer. Et il n'obéissait jamais à la logique de la non-contradiction. Ça, c'est une chose qui m'avait frappée. Il avait un enthousiasme, une curiosité, un désir de scruter l'objet, l'œuvre d'art, en dehors des conventions. C'est cette efficacité que j'aime chez lui. Avec une apparente modestie, une apparente simplicité, il est extrêmement percutant. La trajectoire est fulgurante. En 1993, Marc-Olivier devient conservateur du musée des Beaux-Arts de Lausanne. Après avoir participé au projet de construction du MAMCO de Genève, Valère revient à Neuchâtel. Il cofonde avec Jean-Pierre Huguet-Lecanne. 6 ans durant, Marc-Olivier assure la direction artistique de ce centre d'art expérimental et novateur axé sur la jeune création. Marc-Olivier a amené ici énormément d'artistes européens et français en particulier, des gens comme Olivier Blancard, Philippe Maillot qui vient d'avoir le prix Duchamp. Enfin, tout un monde a défilé dans cet endroit et puis c'est devenu peu à peu, cet endroit s'est imposé comme un des lieux importants, un place to be pour l'art contemporain en Suisse. À Neuchâtel, ce qui s'est passé, c'est que donc on était à un moment donné quelques passionnés comme ça. On allait voir des expositions à gauche à droite et on s'est dit un jour, mais pourquoi pas créer quelque chose ici. Donc on a créé le Cannes. Et là, donc, bon, j'ai fonctionné comme directeur artistique pendant 6 ans, en créant plus d'une centaine d'expositions, en invitant des artistes à gauche à droite. Enfin là, on avait une liberté qui était incroyable. Comme on n'avait pas de sponsors principaux, je dirais, on avait une liberté, on pouvait faire ce qu'on voulait. On a invité un jour Roman Signer, qui est venu avec un hélicoptère télécommandé, un pilote d'hélicoptère. Il avait attaché un pistolet sur l'hélicoptère, avec pointeur laser, télécommandé aussi, tiré sur des sacs de sable. Enfin, c'était d'une magie exceptionnelle, un danger aussi assez... effectivement, on ne pourrait jamais le faire ici, quoi. Et un jour, vous avez décidé de quitter Neuchâtel. Alors un jour, c'est vrai qu'au bout de 6 ans, moi j'aime bien créer les choses, j'aime bien mettre sur pied les choses, puis quand tout roule... C'est moins amusant. J'aimerais d'autres challenges. Donc il y a un autre challenge qui s'est posé à New York, hein, le Swiss Institute. Mais comment ça s'est fait, New York? C'est pas, je veux dire, se retrouver à la tête du Swiss Institute de New York, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Non, ça tombe pas du ciel. Mais moi j'ai aussi fait cette exposition à Bienne qui s'appelait Transfert, qui était l'art dans l'espace public, qui a eu un énorme retentissement international. C'est vrai qu'il y a des œuvres assez spectaculaires, enfin, qui étaient assez dans l'espace public, hein, donc chez les gens en quelque sorte. Donc il y avait une sorte d'interaction avec le public comme ça qui était très importante. Tu sais, on allait faire nos courses, on allait à la Migros, on voyait des œuvres dans l'espace CD, on allait à la pharmacie, on voyait des choses qu'on n'avait jamais vues, c'était des œuvres d'art. Tout d'un coup on voyait un incendie en plein centre, c'était une œuvre d'art. On voyait une poubelle qui explosait, c'était une œuvre d'art. Et donc tout d'un coup, il y avait une sorte de suspense quand on visitait la ville. Il y a toujours des choses qui se passaient. On ne savait pas si c'était des œuvres, ça faisait partie de la réalité, si ça faisait partie du monde de l'art. Donc... Mais alors, qui est venu vous trouver ou comment est-ce que vous avez eu Après, quand on est dans le monde de l'art, on écrit dans les journaux. J'étais très présent en France, notamment à Art Press. Je faisais des expositions en tant que commissaire indépendant un peu partout. Et puis, quand il y a eu l'exposition, le poste de New York qui était à pourvoir, j'ai postulé, j'ai envoyé mon dossier de manière un peu cavalière parce que comme j'étais dans l'organisation de l'Expo Transfert, j'ai juste envoyé un fax comme ça et puis ça a marché. Et là, c'est vrai qu'on a commencé fort, hein. On a commencé très fort avec des expositions qui ont fait sensation à New York. Hein.
Alors, le projet initial, la cible, c'était quand même de promouvoir l'art suisse aux États-Unis. Alors, ce qu'on appelle le mission statement, c'est promouvoir les échanges culturels entre la Suisse et les États-Unis. Et je crois que vous êtes un peu sorti de ce schéma-là. Mais j'ai vendu l'idée qui a été acceptée que la meilleure publicité qu'on peut faire pour la Suisse, c'est de paraître international. C'est vrai. Donc, exposer les artistes japonais, américains, russes, suisses, français, etc. Et ça a duré donc 6 ans. 6 ans, ouais. Il y a eu des expositions, enfin c'est plutôt aussi la façon de travailler, une façon que j'avais un peu initiée au Cannes, qui était vraiment de demander aux artistes de travailler ou d'essayer de travailler avec d'autres corps de métier. Donc les artistes ont travaillé avec des pharmaciens, avec des douaniers, avec des gardes du Vatican, avec des croupiers de casino. Donc ça, pour moi, c'est de l'art. Parce que il s'agit pas... Il faut toujours essayer de trouver, en quelque sorte, le moyen de sortir du milieu de l'art protégé et puis le mettre dans la ville, au service de tout le monde. Est-ce que vous diriez que votre souci principal, c'est de décloisonner l'art, Moi, je pense que c'est important parce que moi, quand on me dit je comprends rien, je dis bah ouais, je comprends, c'est normal. C'est question de curiosité, il y a des règles partout qu'il faut un peu connaître. Et c'est ça qui me passionne. Ça n'est plus l'artiste dans sa tour d'ivoire, c'est l'artiste dans le monde. Dans le monde. Oui. Ouais. Rendre l'art contemporain plus accessible aux visiteurs, tout un programme, presque un défi, tant cet art suscite encore aujourd'hui de l'incompréhension auprès du grand public. Pour Christophe Kim, journaliste chez Art Press, ces réticences sont injustifiées. Au fond, je crois que l'art contemporain est finalement plus simple à comprendre que l'art ancien, antique ou l'art classique, parce qu'il donne très souvent les éléments nécessaires à sa propre compréhension. Alors évidemment, si on pense que quelque chose est n'importe quoi, on ne peut pas le comprendre. Mais ça, il faut déjà soi-même sortir de ce type d'appréhension. L'art contemporain, très souvent, il donne les règles qui président à la construction de ce qu'il fait. Donc du coup, il est tellement plus lisible. Mais c'est peut-être ça qui fait peur aux gens, c'est qu'il est très lisible. Après la théorie, place à la pratique, sur cette œuvre de l'artiste italien Alighiero e Boetti, intitulée Lampada Annuale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette ampoule se déclenche une fois l'an. Donc en fait, cette œuvre est en attente et nous met nous-mêmes dans une position d'attente par rapport au moment où on va s'activer. En fait. Tous les éléments sont là. Je n'ai rien à inventer. Ça n'est le symbole de rien, ça n'est la métaphore de rien du tout. C'est ce que c'est. Et c'est une œuvre d'art, accessible ou pas au commun des mortels, mais qu'en pensent les visiteurs? Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre d'art? Je crois qu'elle n'a pas l'usage courant qu'on donne aux ampoules électriques classiques. Ça c'est compliqué quoi. Ça, ouais, c'est compliqué vraiment. Elle est grosse, elle est dans un musée. Ça ne me parle absolument pas. Non. Pour moi, c'est un objet matériel et ça n'est pas une œuvre d'art au sens où on peut l'entendre. Ah bah moi, ça me fait rire. Je sais pas, moi les mecs qui font une exposition, ça se trouve la pièce, ça va marcher du tout pendant l'exposition et elle marchera que plus tard. Je sais pas, c'est des fous, c'est rigolo. Que vous dire de plus? Pour moi, ce genre même les autres que j'ai pu apercevoir sont un genre d'arnaque. Oui. Bon, c'est une ampoule électrique, quoi. Marc-Olivier, votre grand débat, c'est rendre l'art accessible, rendre l'art contemporain accessible. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Je ne dis pas que l'art contemporain peut se découvrir comme ça du premier coup d'œil et puis apprécier comme on va apprécier un film de Hollywood. Ça, c'est évidemment pas cette illusion-là. Mais je pense quand même du fait que les artistes ont vraiment les mêmes références que nous. Ils utilisent les mêmes objets que nous, finalement. Sauf qu'évidemment, ils les pervertissent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et cette perversion, ce parasitage, en quelque sorte, assez visible et assez, il me semble, prenons par exemple l'œuvre de Fernando Ortega, qui est un artiste mexicain. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on voit dans toutes les bonnes boucheries, un appareil à électrocuter les mouches. Et ici, l'artiste, ce qu'il a simplement fait, c'est un tout petit parasitage. On installe ce tue-mouche ici. Et quand la mouche meurt, en quelque sorte, on accompagne la mouche parce que tout l'espace tombe dans le noir pendant 20 secondes. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous expliquiez que ce ne sont pas seulement des gags, parce qu'au premier abord, au premier regard, ce sont des gags pour le commun des mortels, l'homme de la rue. Alors un gag, non, c'est une œuvre qui s'active.
Oui, parce que l'œuvre, elle s'active. Allons au-delà. L'œuvre, par exemple, on voit quelque chose qui est frustrant, hein, une valise ouverte, par exemple. Oui. Elle devient œuvre d'art que quand elle s'active dans l'esprit du spectateur. Hein. Donc ici, elle s'active physiquement. Alors peut-être des fois avec un gag, mais des fois il faut ce gag pour que ça s'active. Et ensuite, le travail du scénario, l'histoire que peut se raconter le visiteur commence. Et ça, c'est toujours important, essayer d'utiliser ce qu'on pense être normal. Hein. Et pour parasiter, il y a cette formule que je trouve assez intéressante. Il est urgent d'être fou. Oui. Et c'est urgent aujourd'hui. On a besoin de ces artistes. On a besoin de ces personnes qui nous... C'est vrai. Alors si on prend des choses qui sont absolument incroyables, qu'on ne comprend pas, parce que c'est des constructions géométriques qui sont peut-être difficiles d'accès. Ici, par exemple, on voit quelque chose de tout à fait normal, hein, un spot de lumière. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est quand je passe devant le faisceau de lumière, je ne produis pas d'ombre. Tous ceux qui ont vu des films sur les vampires savent ce que ça signifie. Un vampire ne produit pas d'ombre. L'espace d'un instant, on se transforme en vampire. Regardez, je ne produis pas d'ombre, je passe dans le faisceau. Pierre-Olivier, dois-je avoir peur? Les dents me poussent. Alors, qu'est-ce que vous allez conseiller aux passants de la rue qui va rentrer ici? Il faut qu'il soit dans quel état d'esprit? Il faut premièrement qu'il soit ouvert. Et c'est pour ça que le meilleur public sont soit les adolescents, qui ont les mêmes références que les artistes, soit les vieilles personnes qui se disent de toute façon moi je suis largué, donc autant mettre mes a priori au vestiaire et puis je rentre, puis je regarde ce qui se passe. Le public le plus difficile, je dirais, c'est le public 45 ans professeur qui sait tout. Parce qu'à lui on ne la lui fait pas, les a priori il les a, et c'est difficile des fois d'avoir avec ces personnes d'abandonner les a priori. On dit l'art contemporain c'est nul, non, ça peut être aussi autre chose. Il faut laisser les gens aussi eux-mêmes faire leur propre histoire, leur propre réflexion, leur propre parcours. Mais moi, quand je vois quelqu'un dans un espace qui passe devant une œuvre sans la regarder, c'est qu'il ne l'a pas vue. Donc moi, j'ai envie d'aller vers lui en disant mais non, mais regarde, tout en essayant de dire le moins possible pour que l'interprétation qu'il va avoir soit la sienne propre, pas quelque chose qui est imposé. Je voudrais revenir à ce que vous êtes aujourd'hui, donc le directeur du Palais de Tokyo. C'est là aussi, après New York, Paris, c'est un parcours magnifique. Et avec ce pouvoir immense quand même d'apporter sur la scène parisienne vos goûts, vos choix. Et c'est assez exaltant ça. Ah, c'est génial. C'est vrai. C'est un rêve que j'ai toujours eu, d'avoir les moyens comme ça, de mettre en place mes obsessions, mes idées, mes réflexions. On a plus de 4000 m² de surface d'exposition, on a des salles différentes, des volumes différents, on peut créer plusieurs rythmes d'exposition différents. Donc ça, c'est un instrument qui est extraordinaire, j'en ai toujours rêvé. Donc là, j'ai cet instrument à disposition. Et on se trouve dans ce qu'on appelle la verrière, l'espace principal, dans l'exposition qui s'appelle 5 milliards d'années. Et non seulement l'exposition s'appelle 5 milliards d'années, je dirais, mais la session qui comprend 2 expos de groupe, 4 expos personnels, s'appelle aussi 5 milliards d'années. On est en quelque sorte au sein d'un scénario ici qui est en train de se construire. C'est ma première exposition au Palais de Tokyo. C'est un peu le prologue, je dirais, d'une histoire qui va se construire sur les prochains mois, les prochaines années. Pour moi, c'est important de ne pas simplement donner des expositions. Voilà une exposition, puis dans 2 mois vous en aurez une autre. On aligne les expositions après les expositions, puis chaque fois le spectateur est jeté comme ça dans un nouvel univers. Moi j'ai à cœur d'essayer de construire un scénario, un peu comme on écrit un livre, ou pour reprendre le langage télévisuel, un épisode. Premier épisode, 2e épisode, et au bout d'une année on a une saison. Et la personne qui arrive au 3e épisode a toujours des indices pour savoir ce qui s'est passé avant. On lui donne toujours des indices aussi pour essayer de deviner ce qui va se passer après. Et ce que j'essaye de faire ici, c'est un peu la même chose, essayer de mettre le visiteur au sein d'un scénario en construction. Questionnement sur le temps et la création, bienvenue à l'exposition 5 milliards d'années.
première réalisation de Marc-Olivier Valère au Palais de Tokyo est, selon ses collaborateurs, une exposition à l'image du personnage. Si cette exposition s'appelle 5 milliards d'années, par exemple, eh bien c'est parce qu'il est intéressé au plus profond de lui-même, je crois, par tout ce qui est de l'ordre du mouvement, de la transformation et d'un ensemble de données qui ne seraient pas stables, définies. Ça, je crois que c'est quelque chose qui, très certainement, transparaît dans tous ses actes. Une envie de mouvement associée à une scénographie audacieuse, la vraie patte de Marc-Olivier Valère réside dans les mises en scène spectaculaires d'exposition. Les professionnels de l'art semblent apprécier. J'ai été impressionné par la photogénie de l'exposition. Marc-Olivier Valère, c'est quelqu'un qui a vraiment un sens vraiment visuel et je dirais vraiment photogénique de l'expo. Il y a une cohérence dans tout le choix des artistes. Il y a une vraie sensation de thématique, plus que d'avoir des artistes les uns à côté des autres. Quand je suis surpris, ça me plaît, et là, en l'occurrence, je suis agréablement surpris. Il apporte sa vision personnelle, sa sensibilité, ses choix d'artiste, ses façons de travailler, sa manière d'envisager l'esprit du lieu. Le challenge est là, c'est de voir comment le Palais de Tokyo peut se transformer. Et c'est ça qui est intéressant. Métamorphoser l'endroit pour lui redonner sa propre identité, en quelques mois, le changement de direction s'est fait sentir et offre au Palais de Tokyo une seconde jeunesse. On voit bien que ça change aussi de paysage, quoi. C'est beaucoup moins le côté que moi j'aimais, je détestais pas, le côté un peu agitation, fête foraine, industrie de la culture. Et je pense que pendant 4 ans, le Palais de Tokyo a été vers ça. Ici, c'est un autre paysage, on se ressent sur la question de l'exposition, sur le langage de l'exposition. Moi, j'aime bien le fait que la prise de possession du lieu inaugure une sorte d'autre paysage pour le Palais de Tokyo à venir. Donc, de ce point de vue, pour moi, c'est très réussi. Il est vrai que j'ai certains amis qui avaient arrêté de venir parce qu'ils étaient un petit peu blasés par ce qu'on leur proposait. Et là, ils ont été agréablement surpris par cette exposition. Pour conclure, ça démarre très bien. Parlez-moi du directeur que vous êtes. Alors, comment fonctionnez-vous avec les artistes, avec le personnel de cette grande maison? J'imagine qu'il y a beaucoup de monde ici qui travaille pour vous. Personnes. Combien? 45. 45 personnes. Ouais. Non, ça fonctionne quand on est 4 ou 5, comme on était au Swiss Institute, ou quand on est 45, c'est pas fondamentalement différent. Hein, il faut que les choses avancent. Il faut prendre des décisions. Moi, ce que j'essaye toujours, c'est d'être en phase avec les artistes d'aujourd'hui. Donc, essayer toujours de trouver des structures qui font qu'un centre d'art ne soit pas en retard, comme ce qui est souvent le cas. Et inévitablement, c'est le cas, mais le moins possible de combler le fossé en fait, qui nous sépare dans le fonctionnement des artistes et le fonctionnement d'un centre d'art. Comment rentrez-vous en contact avec les artistes? Comment les trouvez-vous? Comment ça se passe? Une fois de plus, il faut être ouvert, il faut être ouvert à tout, il faut être curieux, il faut voyager, il faut discuter avec les gens. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suit les artistes pendant un certain moment avant de les exposer. C'est-à-dire que j'aime bien voir comment le travail évolue. Vous allez les voir chez eux? Je vais les voir chez eux, je les invite chez moi, ils viennent ici. Je me rappelle d'un artiste, pendant 6 mois, je suis allé manger des pizzas tous les mercredis soirs et boire du vin pour discuter, pour essayer de sortir quelque chose de son travail. C'est un rôle de coach aussi, c'est ça important. C'est ça mon rôle. Vous aidez un artiste à réaliser son rêve. Voilà. Vous êtes un accoucheur de projets. Ah oui, mais sans ça, je n'existe plus. Hein. Moi, c'est ça ma passion. Moi, c'est d'être en contact avec les artistes. Est-ce que vous diriez que vous avez en quelque sorte créé votre chance? Ben oui, parce que je suis parti de rien. Enfin, il n'y avait aucun instrument qui était destiné qui m'était destiné. Hein, donc je passe, disons, du football à l'art contemporain sans transition. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, finalement, de soi. C'est ce que vous diriez aux jeunes qui vous regardent? C'est comme un artiste, hein. Il faut savoir s'écouter et d'essayer de toujours garder son autonomie, d'être redevable en rien à personne. Et ça, c'est important. Ça, c'est à mon avis l'essentiel, parce que si on garde cette indépendance d'esprit, alors forcément, on sera sensible à la graine de passion qu'il y a quelque part. C'est un moment privilégié qu'on a passé avec vous, Marc-Olivier. Merci. Merci beaucoup de nous avoir un peu ouvert cet espace de liberté
et puis cet espace d'espoir, parce que c'est un espoir pour tous les hommes, de pouvoir accéder à ce qui paraissait, il n'y a pas encore si longtemps, le royaume de quelques-uns, et puis que vous ouvrez à tous. Et merci pour cela, et pour cette belle conversation avec vous, et ce beau moment avec vous. Merci.